Monsieur, ne montez pas dans l'avion, il a été saboté. Santiago Ledesma s'arrête sur la première marche de son jet privé, tous les muscles de son corps tendus. Une petite fille crasseuse accourt vers lui depuis la zone de fret de l'aéroport de Monterrey, son téléphone portable serré contre l'oreille comme pour conclure un marché de plusieurs millions de pesos. « Attendez un instant », dit-elle à celui qui l'écoute à l'autre bout du fil. Sa voix tremble de panique et d'urgence. Elle s'approche en titubant, essoufflée, pas plus de 10 ans. Ses vêtements sont déchirés, ses chaussures criblées de trous, mais elle refuse de s'arrêter. « Ne monte pas dans l'avion », hurle-t-elle à nouveau. « J'ai entendu 2 hommes parler. Ils vont te tuer. » Santiago la regarde, puis les ouvriers affairés qui s'affairent comme si de rien n'était. Son pilote, Roberto, est déjà monté dans le cockpit et vérifie les instruments. Il jette un coup d'œil à Santiago par la vitre du cockpit. « C'est une zone interdite », dit Santiago à voix basse. « Tu ne peux pas être ici. » La jeune fille essuie les larmes de ses joues sales et s'accroche à la manche de sa veste. « Ils parlaient de toi », insiste-t-elle. « Ils ont dit que si je te voyais monter, tu ne reviendrais pas vivant. » Santiago soupire et regarde sa montre. Il a un rendez-vous urgent à Mexico dans 2 heures. Il ne peut pas perdre son temps avec les élucubrations d'un enfant sans abri. Quelques instants plus tard, la voix de Roberto grésille dans l'interphone. « Commandant, il y a un problème avec le carburant, ça sent différent. » Il fronce les sourcils et secoue la tête. « C'est comme un produit chimique, mais plus fort que tout ce que j'ai pu sentir en 30 ans de vol. » Santiago observe le visage de Roberto. Il n'a jamais entendu son fidèle pilote se plaindre. Le doute l'envahit. « Descends de l'avion, Roberto. » « Tout de suite. » Roberto hésite. « Mais patron ?» Au moment où ses bottes touchent le tarmac, une explosion assourdissante déchire l'aéroport. L'avion s'enflamme, transformant le métal en une boule de feu destructrice. Santiago est déséquilibré et s'effondre, les oreilles bourdonnantes. Une chaleur torride l'envahit tandis que des éclats de métal pleuvent, projetant des gerbes d'étincelles dans le ciel. Une épaisse fumée noire s'élève sur la piste, obscurcissant tout. Lorsqu'il se relève enfin, seul Roberto bouge à ses côtés, recroquevillé au sol, tremblant. Les pompiers se précipitent déjà vers les décombres. « Mon Dieu !» murmure Roberto, la voix tremblante, tandis qu'il contemple les ruines en flammes. Sans l'avertissement de la jeune fille, ils auraient tous 2 pris place dans ce jet. Un policier s'approche à travers la brume. « Monsieur Ledesma, je suis le commandant Moral. Nous devons vous poser quelques questions. » « C'était un sabotage », murmure Santiago, les yeux toujours fixés sur le fuselage en flammes. « Une petite fille m'a prévenu. »« Une petite fille », répète Moral en haussant un sourcil. « Où est-elle » Santiago scrute le périmètre du tarmac, pas un seul cheveu noir ondulant dans la fumée, pas un seul vêtement déchiré qui fonce vers lui. « Elle a disparu. »« Je ne sais pas. Elle était juste là. » Le commandant Moral tapote son stylo sur un presse-papier, sans quitter Santiago des yeux. « Pouvez-vous la décrire ?»« Une dizaine d'années, » dit Santiago. « Vêtements sales, chaussures déchirées, longs cheveux noirs. Elle ne m'a jamais dit son nom, elle m'a juste crié de ne pas embarquer. » D'autres policiers, pompiers et ambulanciers envahissent les lieux, leurs sirènes sifflant dans l'air dense. Santiago se rapproche des débris tordus de son avion, mais le métal est encore rougeoyant. Roberto le suit, le regardant avec confusion et peur. « Qui ferait ça ?» demande Roberto, la voix creuse. Santiago ne répond pas. Au lieu de cela, il passe mentalement en revue chaque rival, chaque affront, chaque accusation chuchotée à son encontre. Aucun n'est allé aussi loin, aucun qu'il puisse nommer. Le commandant Moral s'éclaircit la gorge. « Monsieur, nous aurons besoin d'une liste de personnes susceptibles de vous vouloir du mal. » « La liste va être très longue, » répond Santiago en regardant les débris grotesques. « Commençons par le plus dangereux. » Il observe Santiago attentivement. Le nom qui me vient à l'esprit est celui de Ramiro Aguado, son ancien associé, licencié il y a 3 ans pour détournement de fonds. Ramiro avait quitté le bureau de Santiago en trombe, jurant de le faire payer. « Je pense qu'il en est capable, » dit Santiago, mais sa voix s'éteint. Il doit en être certain. Le commandant Moral hoche la tête et prend des notes. « En attendant, je vous suggère de prendre vos précautions. Celui qui a fait ça va probablement réessayer. » Santiago tourne son regard vers l'endroit où la petite fille est apparue. Qui était-elle ?
Comment a-t-elle su le sabotage? Et pourquoi tout risquer pour le sauver? Ces questions le hantent tandis qu'il monte dans sa voiture blindée et s'éloigne du chaos. Cette nuit-là, Santiago Ledesma peine à trouver le sommeil. Il est 4 heures du matin et l'image de la petite fille tourne autour de lui. Il se lève enfin, poussé par la force morale. Il décroche son téléphone et appelle calmement son chef de la sécurité. « J'ai besoin que tu visionnes toutes les images des caméras de l'aéroport d'hier, dit-il à Martin. Cherche une fillette de 10 ans, cheveux noirs, vêtements sales, chaussures déchirées. » Quel délai, demande Martin. Entre 2 et 3 heures de l'après-midi, autour du quai de chargement. Je m'en occupe tout de suite, patron, dit Martin. Santiago s'habille rapidement et se rend à son bureau. Les rues désertes de Monterrey ne sont éclairées que par les phares des camions poubelles et, de temps à autre, par les travailleurs de nuit. Il rejoint son immeuble, monte en ascenseur jusqu'au 50e étage et s'installe dans son bureau d'angle. À 8 heures du matin, sa secrétaire Sofia arrive, l'inquiétude se lisant sur le visage. « Monsieur Ledesma, vous allez bien? J'ai vu les informations. Je suis vivant, dit-il doucement. C'est ce qui compte. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, répond-il. Je veux parler à tous les superviseurs de l'aéroport qui étaient de service hier. Sofia décroche le téléphone et passe les appels. À 22 heures, 5 superviseurs épuisés sont assis devant le bureau de Santiago. J'ai besoin de savoir ce qu'il en est d'une fille qui était à l'aéroport hier, dit-il d'un ton ferme mais maîtrisé. Petite, cheveux noirs, vêtements sales. Les surveillants échangent des regards inquiets. Monsieur, commence l'un d'eux en s'éclaircissant la gorge, il y a toujours des enfants des rues qui traînent sur le tarmac. On les chasse généralement, mais ils reviennent sans cesse. Que savait-elle, demande Santiago, les yeux plissés. Cette fille, elle semblait différente. Comme si elle avait entendu quelque chose d'important, quelque chose qu'elle pensait que tu devais savoir. Santiago serre les mâchoires. Il ne peut pas tout révéler, pas encore. Trouve juste qu'il a vu. Les superviseurs se dépêchent de sortir. Sofia revient bientôt avec du café, posant une tasse fumante devant Santiago. Son téléphone sonne quelques instants plus tard, c'est Martin. J'ai une mauvaise nouvelle, patron, dit Martin d'une voix sombre. Toutes les caméras du quai de chargement étaient désactivées hier. Handicapé, répète Santiago, le cœur serré. Tous, confirme Martin. Mais j'ai parlé à un travailleur contractuel. Il a vu une fille cachée dans un camion la veille. Elle y est restée toute la nuit, puis s'est enfuie sur la piste le lendemain. La révélation frappe Santiago comme un coup de poing dans le ventre. La jeune fille était à l'aéroport depuis 2 jours, vivant dans l'ombre pour sauver sa vie. Pourquoi ferait-elle ça? Son téléphone sonne à nouveau. Il voit un numéro inconnu. Santiago Ledesma, répond-il. Qui est-ce? Je suis Clara Robles, journaliste. Il faut qu'on parle. Le pouls de Santiago s'accélère. Clara Robles est connue pour avoir dénoncé la corruption dans les entreprises de transport. Je n'ai rien à dire à la presse, Madame Robles, répond-il en s'efforçant de garder un ton froid. Je sais qui est cette fille, dit-elle d'un ton neutre. Le silence de Santiago plane entre eux. Que veux-tu, demande-t-il, la résignation se faisant sentir dans sa voix. Il y a des choses que tu dois savoir sur ton entreprise. Je sais qui est cette fille et où elle est. Santiago déteste les journalistes, mais il a besoin de réponses. Finalement, il cède. Où? Au café La Frontera, sur l'avenida Constitution. Dans 1 heure. Santiago arrive tôt au petit café, dont les tables en bois sont usées par les intempéries et les murs ornés de vieilles photos en noir et blanc de l'histoire de Monterrey. Il est assis dans un coin tranquille, les bras croisés, et attend. À l'heure dite, Clara Robles entre. La quarantaine, cheveux courts, lunettes et sac en cuir en bandoulière. Elle pose un magnétophone sur la table et le fait glisser vers Santiago. Monsieur Ledesma, commence-t-elle doucement, où est la fille? Santiago se penche en avant, la voix tendue par l'urgence. D'abord, dis-moi pourquoi on a essayé de me tuer. Ça ne te regarde pas, le ton de Clara est ferme, mais elle ne bronche pas, ou alors? Santiago plisse les yeux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Clara ouvre son dossier et en sort une pile de documents. Le nom manuscrit sur la première page lui coupe le souffle, Daniela Vasquez. Ce nom réveille un lointain souvenir.
J'enquête sur votre entreprise depuis 2 ans, poursuit Clara en rapprochant le dossier jusqu'à ce que Santiago puisse voir les photos et les formulaires officiels. Daniela a déposé une plainte officielle pour des pannes mécaniques sur l'un de vos jets. Elle a été licenciée une semaine plus tard. Elle avait une fille, Alma, âgée de 10 ans. Le cœur de Santiago bat fort. Alma est la fille qui m'a sauvé, dit-il doucement, comme si prononcer son nom à voix haute pouvait la garder près de lui. Clara croise son regard, la sympathie et la détermination se battant dans ses yeux. Oui, murmure-t-elle. Et maintenant, il faut la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Elle survit dans des rues impitoyables depuis que sa mère a disparu sans laisser de traces. Après son licenciement, Daniela a refusé de garder le silence sur les pannes mécaniques cachées au travail. Un matin, elle est partie sans laisser de traces. Alma a consacré chaque heure de sa vie à la retrouver. Un lourd se forme dans la poitrine de Santiago lorsqu'il découvre la vérité. Daniela vit désormais avec une femme âgée nommée Teresa, nichée près du terminal abandonné de l'aéroport. Mais gagner la confiance de la jeune fille ne sera pas facile. « Pourquoi me racontes-tu tout ça ?» demande Santiago, la voix teintée de suspicion. Clara range les documents dans son dossier et croise son regard. « Parce que je crois que tu n'avais aucune idée de ce qui se passait dans ta propre entreprise, et parce que Daniela a besoin d'une aide que toi seul peux lui apporter. » Dehors, les voitures vrombissent sur l'avenue animée, la lumière du soleil se reflétant sur leurs pare-brise tandis que les gens se pressent devant la vitrine du café. « Qu'est-ce que tu y gagnes ?» insiste-t-il. « Un accès complet à tous les dossiers de ton entreprise, répond-elle calmement. J'exige la vérité sur ce qui est arrivé à Daniela Vasquez. Si tu refuses, Alma restera à jamais dans la rue, et tu ne sauras jamais qui a tenté de te tuer. » L'esprit de Santiago dérive vers le souvenir de l'explosion, de l'épave tordue de son avion et de l'expression terrifiée sur le visage d'une jeune fille. Il expire lentement. « D'accord, concède-t-il, mais d'abord, je veux rencontrer Alma. » Clara hoche la tête. Demain, 18h, au terminal abandonné. Le terminal paraît étrange, comme une ville figée dans le temps. Des vitres brisées baies aux fenêtres, et des touffes d'herbe poussent avec défiance à travers les fissures du sol en béton. Santiago s'arrête dans son SUV blindé et se gare à côté de Clara, qui attend déjà dans la lumière grise. « Êtes-vous sûr que c'est bien ici ?» demande-t-il, le malaise perçant dans ses yeux. Elle lui jette un coup d'œil et désigne les hangars silencieux. « Suivez-moi. » Il se faufile entre des bâtiments vides où les restes calcinés de feux improvisés jonchent le sol, et où des cartons aplatis servent de lits improvisés. Une odeur nauséabonde de déchets en décomposition et d'humidité flotte dans l'air. Clara explique que des familles entières n'ont d'autre choix que de vivre ici, blotties dans l'ombre de ces couloirs abandonnés. Finalement, au fond du terminal, près d'une rangée de conteneurs rouillés, ils aperçoivent une humble habitation faite de tôles ondulées et de bâches en plastique effilochées. Devant cet abri fragile, une vieille femme au visage sculpté par le temps est assise, épluchant des pommes de terre. « Teresa, » annonce doucement Clara, « j'ai amené quelqu'un que tu dois rencontrer. » La femme plisse les yeux en levant les yeux. « Ce doit être l'homme dont tu m'avais prévenu, » dit-elle d'une voix rauque mais assurée. « Oui, madame, » répond Santiago en déglutissant. « Je suis le propriétaire des avions. Celui qui a laissé partir Daniela. » Teresa l'observe un long moment, les lèvres pincées. « Je ne me souviens pas d'avoir dit au revoir à quelqu'un portant ce nom, » balbutie Santiago. « Bien sûr que non, » raille Teresa. Les riches se souviennent rarement du nom des pauvres. Une petite voix hésitante s'élève de l'intérieur de la cabane. « Qui est grand-mère Teresa ? » C'est l'homme de l'avion, celui que tu as sauvé. Alma émerge, mince et méfiante, encadrée par la pénombre intérieure. Ses vêtements ne sont pas plus propres que ceux de la veille, mais Santiago voit les cernes sous ses grands yeux noirs et remarque à quel point elle paraît maigre. « Bonjour, » dit-il doucement en avançant prudemment. Alma recule légèrement et se glisse derrière les jupes de Teresa. « N'aie pas peur, » insiste Clara d'un ton doux. « Il veut te remercier de l'avoir sauvé. »« Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demande doucement Santiago en s'agenouillant pour réduire la distance qui les sépare. « Tu ne sais même pas qui je suis. » Le regard d'Alma passe de Teresa à Clara, puis se pose enfin sur le visage de Santiago. « Ma mère m'a appris à aider les gens qui font le bien, » murmure-t-elle. « Comment as-tu su qu'il prévoyait de saboter mon avion ?» Santiago se penche en avant, la voix pressante. Alma, les doigts tremblants, désigne les conteneurs rouillés. « Je dors là parfois quand il pleut, » avoue-t-elle. « Cette nuit-là, j'ai entendu 2 hommes discuter.
Il s'approche, baissant la voix. Qu'ont-ils dit? Lundi, s'il monte dans cet avion, il n'en sortira pas vivant. L'autre répond, parfait. Il est temps que Santiago paie pour cet homme. Ces mots frappent Santiago comme un coup de poing dans le ventre. Tu as reconnu une voix, demande-t-il en se penchant en avant. Alma hoche la tête, les lèvres tremblantes. J'ai déjà entendu cette voix. Quand ma mère travaillait encore dans votre entreprise, cet homme venait souvent au bureau. Tu te souviens de son nom, demande Santiago. Ramiro, répond-elle d'une voix brisée. Ma mère m'avait prévenu qu'il était dangereux. S'affaissant au sol pour se retrouver face à Alma, Santiago serre la mâchoire. Ta mère a parlé de Ramiro. Oui, elle l'a dit Alma. Elle a dit que lui et d'autres hommes lésinaient sur les avions, sautant les réparations pour se remplir les poches. Clara s'approche et sort un petit enregistreur de son sac. Puis-je enregistrer votre témoignage, demande-t-elle doucement. Teresa secoue fermement la tête. Non. La fille a déjà trop souffert. Santiago se tourne vers Alma. Que vous rappelez-vous d'autre de cette nuit-là? L'autre homme a demandé quand l'avion exploserait, murmure Alma, le regard fixé au sol. Ramiro a insisté pour que ce soit à bord pour que cela ressemble à un accident. Ils ont aussi parlé d'argent, ajoute-t-elle en croisant le regard de Santiago. Ils ont dit que si vous mouriez, ils pourraient prendre le contrôle de toute l'entreprise. Il ferme les yeux, le poids de la trahison pesant sur lui. Ramiro Aguado n'était pas seulement un associé, il avait été comme un frère pour lui pendant 10 ans. Maintenant, Ramiro voulait sa mort. Alma, demande Santiago d'une voix douce, pourquoi as-tu décidé de m'aider? Parce que ma mère m'a dit quelque chose avant de disparaître, répond la jeune fille, le regard lointain. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais chercher l'homme aux cheveux blancs, parce qu'il était bon, même si ses propres employés ne l'étaient pas. Santiago lève les yeux et passe la main dans ses cheveux blancs depuis ses 40 ans. C'est ta mère qui a dit ça? Alma hoche la tête. Elle pensait que tu ignorais les horreurs qui se déroulaient sous ton nez. Clara s'avance en croisant les bras. Santiago, s'il te plaît, j'ai besoin de ton honnêteté. Tu savais ce que Ramiro faisait? Je savais qu'il volait de l'argent sur nos contrats de maintenance, c'est pour ça que je l'ai viré, mais j'ignorais totalement qu'il sabotait des avions. Quel genre d'argent a-t-il volé? Demande Santiago à voix basse. Des fonds destinés à l'entretien, dit Alma d'une voix faible. Au lieu de commander des pièces d'origine, il a utilisé des composants bon marché et a empoché le reste. Teresa serre Alma dans ses bras. C'est exactement ce que Daniela essayait de révéler, murmure-t-elle. Santiago se tourne vers la fille, l'inquiétude gravée dans ses traits. Sais-tu où ta mère pourrait être? Les yeux d'Alma se remplissent de larmes. Je ne sais pas. Un jour, elle est allée travailler et n'est jamais revenue. Grand-mère Teresa pense qu'elle est peut-être partie en lieu sûr. C'est sûrement à cause de Ramiro, dit-elle d'une voix tremblante. Il l'a menacée après que tu l'aies licenciée. Santiago se lève, la fureur et la détermination flamboyantes dans le regard. Ramiro a menacé ta mère? Oui, confirme-t-elle en se serrant dans ses bras. Il l'a prévenue que si elle continuait à parler des avions, quelque chose de terrible se produirait. Clara ouvre son carnet, stylo en main. Santiago, cela va bien au-delà d'une explosion sur une piste d'atterrissage. Ramiro ne voulait pas seulement te tuer, il a aussi fait disparaître Daniela. Il se tourne vers les conteneurs délabrés, l'adrénaline en pleine montée. Nous devons retrouver ta mère, dit-il en s'agenouillant à nouveau pour soutenir le regard perçant d'Alma. Je te le promets, nous découvrirons la vérité et traduirons Ramiro en justice. Pour la première fois, un léger sourire flotte sur les lèvres d'Alma. Tu vas vraiment m'aider? Oui, je te le promets, murmure Santiago. Clara disparaît dans la nuit, penchée sur les dossiers auxquels Santiago lui a donné accès. Son bureau, jonché de documents et de tasses à café vides, ressemble à un bureau après une tempête. À 6 heures du matin, elle a découvert exactement ce qu'il cherchait. Son téléphone sonne, interrompant le silence matinal. Santiago, j'ai trouvé quelque chose d'important, la voix de Clara crépite d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Que as-tu découvert? Daniela Vasquez a déposé une plainte officielle le 15 mars 2021, rapporte Clara. Elle a détaillé les pannes mécaniques de 5 avions différents. Des images crues d'anciens contrats défilent dans l'esprit de Santiago, debout près de la fenêtre de son bureau, regardant Monterrey s'éveiller à son agitation quotidienne.
panne de frein, problèmes électriques, moteur laissé sans entretien pendant des mois, tous les dossiers sont signés par Ramiro comme si le travail avait été fait. Claudia retrouve le dossier personnel de Daniela, la jeune inspectrice avait servi pendant 3 ans avec des évaluations exceptionnelles, jusqu'au jour de son licenciement. Qui a signé son licenciement? La main de Santiago tremble en parcourant les papiers. La signature de Ramiro tache le document, elle était qualifiée de fauteuse de troubles remettant en question les protocoles établis. La voix de Clara, plus douce, ajoute, ce n'est pas tout. Daniela ne s'est pas arrêtée à la plainte interne, elle a fait part de ses inquiétudes au ministère des Communications et des Transports. Santiago serre le poing, les yeux écarquillés. Il est allé voir les autorités? Oui, affirme Clara, mais ce rapport a disparu du système officiel une semaine plus tard. Comment un rapport officiel disparaît-il? Marmonne Santiago en contemplant les rues de la ville qui s'éveillent et l'agitation en contrebas, la colère et le chagrin se mêlant dans sa poitrine. Clara, j'ai besoin que tu viennes dans mon bureau, il y a quelque chose que je veux te montrer. 1 heure plus tard, Clara s'assoit au bureau de Santiago. Il ouvre une boîte poussiéreuse et en sort une pile de documents. Ce sont tous les contrats de maintenance des 5 dernières années, explique-t-il en étalant les pages sur le bureau. Ceux que Ramiro a signés. Clara ramasse une poignée de papier, les sourcils froncés. Qu'est-ce que je cherche, demande-t-elle. Incohérence, répond Santiago à voix basse. Des travaux annoncés comme terminés, mais jamais réalisés. Il passe les 2 heures suivantes à examiner méticuleusement les contrats. Clara parcourt chaque ligne du regard, date, référence, prix. Soudain, elle marque une pause et pointe du doigt. Santiago, regarde ça, dans ses contrats, Ramiro indique des changements de pièces à 50 000 pesos pièces. Mais ici, sur les factures, les pièces ne coûtent que 10 000 pesos. Il a gardé 40 000 pesos chacune. Santiago feuillette la pile de reçus, le visage dur. Il y a plus d'une centaine de ces pièces en seulement 2 ans, marmonne-t-il. Ça fait 4 millions de pesos. Et c'est seulement ce qu'on voit sur ces papiers, il a probablement volé bien plus. À cet instant, le téléphone de Santiago sonne. C'est son chef de la sécurité. Patron, j'ai des nouvelles de la fille, dit la voix à l'autre bout du fil. Qu'avez-vous découvert, demande Santiago en se penchant en avant. J'ai parlé à d'autres employés de l'aéroport, rapporte son responsable de la sécurité. Plusieurs personnes se souviennent de Daniela Vasquez. Ils disent qu'elle était très compétente dans son travail, mais qu'elle posait trop de questions. Quel genre de questions? Elle demandait pourquoi certains avions volaient sans maintenance autorisée, explique-t-il. Elle demandait où se trouvaient réellement les pièces censées avoir été remplacées. Santiago jette un coup d'œil à Clara. Autre chose? Elle poursuit, la voix tendue. Un employé m'a raconté que la semaine précédant la disparition de Daniela, il l'avait vue parler à une femme sur le parking de l'aéroport, une femme qui prenait des photos et posait des questions. Clara écarquille les yeux. À quoi ressemblait cette femme? Jeune, cheveux courts, toujours avec un appareil photo, répond le responsable de la sécurité. Les employés pensaient qu'elle était journaliste. Clara et Santiago échangent un regard. Santiago hoche lentement la tête. Marina dit, connaissez-vous quelqu'un qui correspond à cette description, demande-t-il à Clara. Marina Herrera est une journaliste indépendante spécialisée dans la protection des témoins dans les affaires de corruption. Santiago raccroche. Pensez-vous que Marina a aidé Daniela à se cacher? Clara envisage cette possibilité. Si Daniela recevait des menaces, Marina aurait pu la faire sortir de la ville. Santiago se penche en arrière et se masse les tempes. Pouvez-vous contacter Marina? Je peux essayer, répond Clara. Mais elle est très prudente, elle n'accorde pas facilement sa confiance. Déterminé, Santiago se lève. Il faut qu'on reparle à Alma. Peut-être qu'elle se souviendra de quelque chose de sa mère. Cet après-midi-là, il retourne au terminal abandonné. Alma et Teresa font cuire des haricots dans une boîte de conserve cabossée sur un petit feu. Santiago s'approche lentement. Bonjour, Alma, appelle-t-il doucement. Bonjour, monsieur Santiago, répond Alma en tournant son regard vers lui. Santiago s'agenouille à côté d'elle. Puis-je vous poser quelques questions sur votre mère? Alma hoche la tête, le regard curieux. Avant que votre mère ne disparaisse, a-t-elle déjà parlé d'une femme, de quelqu'un qui l'aiderait? Alma fronce les sourcils, pensive. Oui, murmure-t-elle.
Une femme est venue à la maison une fois, avec un gros appareil photo. Clara se penche en avant, l'excitation brille dans ses yeux. Tu te souviens de son nom? Alma hoche la tête. Je crois qu'elle s'appelait Marina. Ma mère disait que c'était son amie. Qu'est-ce qu'elles faisaient ensemble? Demande doucement Clara. Elles ont beaucoup parlé, dit Alma. Ma mère lui a montré des papiers et des photos. Madame Marina prenait tout en photo. Santiago s'installe plus confortablement à côté d'Alma. Ta mère t'a déjà parlé de partir en voyage, demande-t-il. Alma secoue la tête. Pas vraiment, admet-elle d'une voix faible. Mais elle était très nerveuse la semaine précédant sa disparition. Elle a fait sa valise et l'a cachée sous le lit. Teresa s'avance. La fille m'a dit que Daniela avait dit que s'il arrivait quelque chose, elle devait venir avec moi et attendre. Attendre quoi? Demande doucement Santiago. Alma écarquille les yeux. Attendre que ce soit sûr. Daniela a dit qu'elle devrait peut-être partir un moment, mais qu'elle reviendrait. Alma lève les yeux vers Santiago, l'espoir brillant dans ses yeux. Elle croit que ma mère est vivante, murmure la petite fille. Santiago se serre la poitrine, il ne veut pas lui mentir. Je ne sais pas, Alma, dit-il doucement, mais nous allons tout faire pour la retrouver. Clara sort son téléphone, les doigts tremblants. J'ai le numéro de Marina. Je vais l'appeler. Elle compose le numéro, regardant les secondes s'écouler. À la troisième sonnerie, une voix répond. Marina, c'est Clara Robles. Oui. J'ai besoin de te voir. C'est à propos de Daniela Vasquez. Tu l'as? Elle est vivante, murmure Clara, le soulagement mêlé d'inquiétude. Santiago et Alma retiennent leur souffle tandis que Clara écoute. Tout va bien, dit finalement Clara. À demain. Oui, je vais amener quelqu'un, c'est la fille de Santiago Ledesma et Daniela. Elle raccroche. Qu'a-t-elle dit? Demande Santiago à voix basse. Clara croise son regard, les yeux brillants. Daniela est vivante. Marina la protège depuis 3 ans. Alma fond en larmes de joie. Ma mère est vivante, mais il y a un problème, poursuit Clara. Marina dit que Daniela a très peur. Elle ne veut voir personne lié à l'entreprise de Santiago. Santiago hoche lentement la tête, compréhensif. Daniela croit probablement qu'il est en partie responsable. Clara se reprend. Il va falloir la convaincre que tu as changé de camp. Le lendemain matin, il se dirige vers la périphérie de Monterrey et s'arrête devant une petite maison aux fenêtres grillagées. Des caméras de surveillance sont installées à chaque coin de rue. Lorsqu'il frappe, Marina apparaît à la porte, le soupçon gravé sur le visage. Tu es sûr qu'il ne l'a pas suivi? Demande-t-elle à Santiago en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers la rue. Promis, on est venu dans ma voiture, pas dans la sienne, dit Clara fermement. Marina jauge Santiago sa posture, son regard et remarque la caméra accrochée à son cou. Monsieur Ledesma, dit-elle d'une voix prudente. Daniela ne veut pas vous voir. Je comprends, répond Santiago doucement, mais votre fille a besoin de savoir que vous êtes vivant. Alma a déjà tant souffert à cause de votre compagnie. Clara s'avance pour appuyer ses paroles. Marina, Santiago aide. Lui non plus ne savait pas ce que Ramiro faisait. Après un instant d'hésitation, Marina s'écarte et les conduit chez elle. À l'intérieur, la pièce est remplie d'ordinateurs, d'imprimantes et de classeurs. Les murs sont tapissés de photos de personnes disparues ou des visages figés dans le temps. Le regard de Santiago les parcourt, un mélange de tristesse et d'admiration se lisant sur son visage. Combien de personnes avez-vous aidé? Demande-t-il doucement. Marina sort un épais dossier d'une étagère voisine. En 5 ans, plus de 50 familles, des témoins de corruption, des employés qui ont dénoncé leurs supérieurs, des gens qui en savaient trop. Elle tend le dossier à Santiago. Voici tout ce que Daniela a rassemblé sur votre entreprise. Santiago ouvre le dossier, le souffle coupé par les photos qu'il voit, avions cloués au sol, factures tamponnées mais jamais archivées, rapport de maintenance expurgé. L'horreur envahit son visage. Oh mon Dieu, murmure-t-il. J'ai signé certains de ces rapports. Les avez-vous lus avant de signer? L'expression de Marina est grave. Je ne faisais pas confiance à Ramiro, admet Santiago en baissant la tête. Il m'a dit que tout allait bien, alors j'ai signé. Clara examine les photos, la voix tremblante. Marina, Daniela a bien d'autres preuves, des enregistrements de conversation,
des vidéos d'ouvriers échangeant des pièces bon marché contre des pièces plus chères, des documents attestant de pots de vin versés aux inspecteurs du gouvernement. Le visage de Santiago se vide de ses couleurs. Des pots de vin, répète-t-il. Ramiro a payé les inspecteurs pour qu'ils ne contrôlent pas correctement les avions. Certains recevaient jusqu'à 100 000 pesos par avion. Marina se dirige vers une porte fermée et appelle doucement, « Daniela, quelqu'un ici veut te parler ?» Une voix intérieure répond, « Ferme Mélas, je te l'ai déjà dit, je ne veux pas voir Santiago Ledesma. » Marina recule. « Ce n'est pas pour le voir, dit-elle d'une voix douce. C'est pour que tu saches qu'Alma va bien. » La porte grince et Daniela Vasquez apparaît. Elle a 35 ans, mais paraît bien plus âgée, les os fragiles, les yeux cernés, hantée par les souvenirs. Lorsqu'elle aperçoit Santiago, sa voix tremble et elle l'arrête. « Madame Vasquez, » commence Santiago, trébuchant sur ces mots, « je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. » Son regard est féroce. « Vous êtes désolé, » crache-t-elle, chaque mot empreint de douleur. « Savez-vous depuis combien de temps je me cache à cause de votre compagnie? Je ne savais pas ce qui se passait. » Elle se penche en avant, la voix tremblante. « Bien sûr que vous ne le saviez pas. Vous, les riches, vous ne savez jamais rien. Vous signez des papiers et vous comptez l'argent. » Clara intervient, la voix douce mais ferme. « Daniela, Santiago veut t'aider. » Il ignorait les manigances de Ramiro, mais il est déterminé à arranger les choses. Il veut que Ramiro paie pour ce qu'il a fait. « Et pourquoi devrais-je croire ça ?» demande Daniela, les bras croisés. Santiago sort son téléphone, les doigts tremblants. « Parce que j'ai déjà commencé à enquêter. » Il lui montre des photos secouées de contrats falsifiés, des pages annotées en rouge, des numéros de pièces entourés. Ce sont des contrats que Ramiro a falsifiés, explique-t-il. Des pièces qu'il aurait achetées, mais qu'il n'a jamais mises à bord des avions. Les yeux de Daniela scintillent, reconnaissant. « J'ai signalé ça il y a 3 ans, murmure-t-elle d'une voix rauque. Personne n'y a prêté attention, car Ramiro a intercepté mon rapport. Mais maintenant, j'ai toutes les preuves. » Marina se place à côté de Daniela, lui offrant un soutien silencieux. « Qu'en penses-tu » demande Marina d'une voix douce. « Tu crois qu'on peut lui faire confiance ?» Daniela observe Santiago, scrutant chaque trait de son visage. Finalement, son regard s'adoucit. « Ma fille, comment va Alma » demande-t-elle, les larmes aux yeux. Elle vit avec Teresa dans le terminal abandonné. Elle va à l'école quand elle le peut. Des larmes commencent à couler sur les joues de Daniela. Elle va bien. Elle mange bien. Elle est maigre, mais elle va bien. C'est une fille très courageuse, dit Santiago d'une voix chargée d'émotion. Elle m'a sauvé la vie, elle m'a prévenu du sabotage de mon avion. Tandis que Daniela assimile la nouvelle, ses épaules se redressent et ses yeux s'emplissent d'un espoir prudent, l'espoir que sa fille, la raison pour laquelle elle endure tant de choses, est saine et sauve. Les yeux de Daniela s'écarquillent d'incrédulité. Alma a vraiment fait ça. Clara commence à raconter toutes les preuves, assise dans le terminal animé de l'aéroport, d'une voix basse mais assurée. Daniela écoute dans un silence tendu, le cœur battant. « Je n'arrive toujours pas à croire que ma petite fille ait été capable de tout ça, » murmure-t-elle enfin, la voix teintée d'admiration et de peur. Santiago se penche en avant, la voix pressante. « Elle te réclame tous les jours. Elle veut te voir. » Le regard de Daniela se porte sur Marina, dont les yeux perçants acquiescent. Marina fronce les sourcils tandis qu'elle murmure, « Si on se dépêche, Ramiro ne me trouvera pas, ni aucun de nous. » Clara intervient d'une voix pressante, « Il faut démasquer Ramiro avant qu'il ne réalise qu'on le traque. » Santiago se lève et s'approche de Daniela avec détermination. « Madame, j'ai besoin de votre aide. Vous détenez les preuves qui pourraient envoyer Ramiro en prison. » Daniela pince les lèvres, l'incertitude se lisant sur son visage. « Et qu'est-ce que j'y gagne » demande-t-elle d'une voix tremblante. Santiago soupire et la regarde dans les yeux. Sa liberté lui a été arrachée et la chance d'être à nouveau avec Alma. L'esprit de Daniela s'emballe. Les souvenirs de 3 années passées cachées, séparée de sa fille, envahissent ses pensées. Elle jette un coup d'œil aux photos usées des documents compromettants que Marina a exposés. « Que voulez-vous que je fasse ? Que je témoigne ? Que je dise tout ce que je sais sur les avions et les pots de vin ?» demande-t-elle, se forçant à se reprendre. Santiago hoche la tête, le soulagement lorgnant dans ses yeux. « Oui. Et si Ramiro essaie de te tuer,
il n'en aura pas l'occasion. Nous publierons tout simultanément une fois que ce sera aux nouvelles, il sera trop dangereux pour lui de faire du mal à qui que ce soit. Marina se penche et fait glisser un autre dossier sur la table. Daniela, j'ai aussi des contacts au parquet. Ils peuvent organiser une protection officielle si tu témoignes. Daniela se lève et se dirige vers la grande vitre, effleurant la surface froide de ses doigts. J'ai passé 3 ans cachée, 3 ans sans voir ma fille, dit-elle d'une voix tremblante. La main de Santiago se pose doucement sur son épaule. Elle n'a plus besoin de se cacher, promet-il. Mais j'ai besoin qu'elle me fasse confiance. Daniela se retourne lentement, la douleur et l'espoir se mêlant dans ses yeux. Pourquoi devrais-je faire confiance à l'homme qui m'a renvoyé, la défie-t-elle. Parce que maintenant je connais la vérité, répond-il doucement. Et parce que ta fille m'a appris que certaines choses valent plus que l'argent. Le regard de Daniela se reporte sur les photos de contrats falsifiés, les factures tachées de graisse, les vidéos granuleuses. Est-elle vraiment prête à faire tomber sa propre entreprise au nom de la justice? Elle inspire profondément, la résolution durcissant ses traits. Si nécessaire, murmure-t-elle, presque pour elle-même. Oui, s'il le faut. Ramiro paiera pour tout, le vol, les menaces, pour avoir arraché une mère à sa fille. Elle se tourne vers Santiago, sa décision prise. D'accord. Je témoignerai. Mais je veux d'abord voir Alma. Un sourire chaleureux éclaire le visage de Santiago. Quand? La voix de Daniela se brise. Maintenant. J'ai attendu bien trop longtemps. Dans la voiture de Santiago, ses mains tremblent sur le volant. Daniela est assise à côté de lui, raide comme une corde à piano. Clara et Marina suivent dans un autre véhicule, les yeux scrutant les routes désertes. Comment expliquer à Alma que je l'ai abandonnée pendant 3 ans? La voix de Daniela se brise. Santiago expire lentement, croisant son regard dans le rétroviseur. Dis-lui la vérité, tu t'es caché pour la protéger. Daniela hoche la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Ils arrivent au terminal abandonné, la lumière du soleil filtrant à travers les vitres fissurées. Près d'un groupe de conteneurs, la petite Alma joue avec d'autres enfants, son rire résonnant faiblement. Teresa, sa grand-mère, est agenouillée près d'une bassine en plastique, frottant le linge d'une main ferme. Daniela descend de la voiture, chaque pas pesant d'impatience. Alma lève les yeux, aperçoit sa mère et se fige. « Mama » murmure-t-elle, le souffle coupé. Les bras de Daniela s'ouvrent grands. « Oui, mon amour, c'est moi. » Alma se précipite vers elle, enroulant ses petits bras autour de la taille de Daniela. Elles fondent en larmes, se serrant l'une contre l'autre sous le regard distant de Teresa, un sourire doux et entendu. « Je te croyais morte » sanglote Alma contre son épaule. Daniela caresse les cheveux de sa fille, la voix étranglée de soulagement. « Non, Minina. Je me cachais juste. Mais je te promets de ne plus jamais partir. » Santiago se tient avec Clara et Marina au bord du terminal, le cœur gonflé par les retrouvailles entre mère et fille. Pourtant, le téléphone de Santiago vibre dans sa poche un numéro inconnu. Il glisse pour répondre. Santiago Ledesma. Une voix rauque grésille dans la ligne, c'est Ramiro. Il faut qu'on parle. Santiago se raidit, faisant signe à Clara d'approcher. Où es-tu? Demande-t-il. Dans ton bureau, répond Ramiro d'une voix douce. J'attends. Viens seul. Si tu amènes la police ou ce journaliste, ça va très mal tourner pour toi. La ligne est coupée. Ramiro est dans mon bureau. Il veut me voir, murmure Santiago. Le visage de Daniela pâlit. Ici? À Monterrey, murmure-t-elle. Oui, répond Santiago en se dirigeant vers la sortie. Et si je n'y vais pas, il se doutera de quelque chose. La main de Clara lui serre le bras. N'y allez pas seul, c'est un piège. Santiago hésite, puis secoue la tête. Je dois y aller. Sinon, ils sauront qu'on enquête. Marina s'approche, l'inquiétude lue sur le visage. Santiago, c'est dangereux. Ramiro a déjà essayé de te tuer, mais dans un bâtiment bondé, il ne risque rien de flagrant. Daniela s'approche de l'autre côté et pose doucement une main sur l'épaule de Santiago. Fais attention, murmure-t-elle. Clara glisse un petit micro dans la poche de la chemise de Santiago. Enregistre tout ce qu'il dit. On en a besoin comme preuve. Santiago hoche la tête d'un air sombre.
Si je ne reviens pas dans 2 heures, appelle la police. 1 heure plus tard, il sort de l'ascenseur et arrive au 50e étage. Le couloir est désert, les ombres se dessinent le long des murs. La porte de son bureau est entr'ouverte, une unique lampe de bureau projetant un étroit cercle de lumière. À l'intérieur, Ramiro est assis derrière le bureau en acajou, la faible lueur se reflétant sur sa barbe grisonnante. Une cigarette pend à ses doigts. « Salut, Santiago », dit Ramiro sans se retourner, d'une voix douce comme la soie. Le cœur de Santiago bat à tout rompre dans sa poitrine. « Ramiro, que fais-tu ici » demande-t-il, s'efforçant d'être calme. Ramiro fait pivoter sa chaise, le regard froid et calculateur. « Je suis venu discuter de l'avenir de l'entreprise. » Santiago entre dans la pièce, la méfiance gravée sur le visage. « Quel avenir ? Tu ne travailles plus ici. » Un sourire glacial se dessine sur les lèvres de Ramiro. « Ça va bientôt changer. Je veux retrouver mon poste, qu'on soit partenaire, comme avant. » Santiago serre la mâchoire. « Tu es fou ? Je t'ai viré parce que tu volais de l'argent. » Ramiro rit, un rire creux dans le silence du bureau. « Je volais ? Tu signais tous les contrats, tu autorisais tous les paiements. J'ai simplement fait ce que tu me demandais, en raison de la confiance que tu m'avais accordée. » Santiago a le souffle coupé lorsqu'il réalise. « Tu me fais chanter. » Le sourire de Ramiro s'élargit. « Je suis pragmatique. Tu peux être le méchant, ou le patron avisé qui m'a donné une seconde chance. Si tu refuses. » Il fouille dans une mallette élégante et en sort un épais dossier. Demain matin, les journaux titreront « Santiago Ledesma, le magnate corrompu qui a volé des millions à sa propre entreprise et mis en danger la vie des passagers. » Le pouls de Santiago s'accélère en lisant les documents accablants. « Ce sont des signatures falsifiées », insiste-t-il. Ramiro ouvre le dossier et révèle des captures d'écran granuleuses prises par des caméras de sécurité. Cette vidéo te montre en train de signer des contrats autorisant des pièces bon marché et dangereuses. Et celle-ci te montre en train d'accepter une enveloppe d'argent d'un inspecteur du gouvernement. Le visage de Santiago se vide de ses couleurs, il se souvient de ce jour-là, du « cadeau d'anniversaire » de son équipe. Ramiro avait orchestré chaque détail. « Pourquoi fais-tu ça » demande Santiago, la voix mêlée d'incrédulité et de colère. « Parce que tu m'as tout pris, mon travail, ma réputation, ma famille » crache Ramiro, la haine perçant ses mots. « Maintenant, c'est à mon tour de te prendre quelque chose. » Il fait glisser le dossier sur le bureau. « Soit tu me donnes 50% de l'entreprise, soit je te détruis. » Le regard de Santiago se porte vers la porte, imaginant les visages d'Alma et de Daniela. « Et si j'accepte, alors quoi ? On continue comme avant ? Je signe les papiers, et tu voles encore ? Je veillerai à ce que l'entreprise fonctionne efficacement. Pas de plainte, des prix intéressants. » Santiago se lève brusquement, la colère s'emparant de lui. « Je ne peux pas faire ça. » Le visage de Ramiro se crispe de fureur. « Alors je te ruinerai. Peut-être que je te détruirai, mais au moins je dormirai la nuit. » Il se lève, la rage crépitant dans l'air. « Tu crois que c'est un jeu ? J'ai le pouvoir de t'envoyer en prison, et j'ai le pouvoir d'envoyer un meurtrier en prison. » Ramiro pâlit, la sueur perlant sur son front. « De quoi parles-tu » siffle-t-il. Santiago se penche en avant, la voix ferme. « Je suis au courant pour le sabotage. Je sais que tu as essayé de me tuer. » La mâchoire de Ramiro se serre. « Tu ne peux rien prouver. » Les yeux de Santiago brillent. « J'ai des témoins. J'ai des preuves. » Le silence s'installe entre eux jusqu'à ce que Ramiro sorte un pistolet de sous sa veste. « Alors tu ne me laisses pas le choix » grogne-t-il. « Tu meurs ici. » Les bras de Santiago se lèvent lentement en signe de reddition. « Ramiro, ne fais pas ça. Je n'ai pas le choix non plus. Tu m'as forcé la main. » À cet instant, les plafonniers s'allument, inondant la pièce d'une lumière crue. Des bottes lourdes pénètrent dans le bureau tandis que des policiers font irruption. « Police ! Lâchez votre arme. » Ramiro, stupéfait, jette un coup d'œil autour de lui, son arme vacillante. Clara entre à grands pas derrière les policiers, la voix ferme, on a enregistré chaque mot, Ramiro. Vous venez d'avouer un sabotage. Les yeux de Ramiro se posent sur Clara, la haine palpitante, puis se rétrécissent lorsque la vérité le frappe. Vous ne comprenez pas, grince-t-il d'une voix rauque.
C'est moi qui ai bâti cette entreprise. Un coup de feu retentit, la balle d'un policier se loge dans le bras de Ramiro. Il s'écrase au sol, hurlant de douleur. Le commandant Moral s'avance à grands pas, les menottes enclenchées. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, sabotage, vol et menace, déclare-t-il. Tandis que les ambulanciers se précipitent pour panser la blessure de Ramiro, Santiago s'affale dans le fauteuil en cuir derrière son bureau autrefois familier, encore sous le choc. C'est fini, murmure-t-il d'une voix à peine audible. Comment ont-ils su que j'étais là? Clara s'avance à ses côtés, un petit sourire triomphant aux lèvres. Marina a placé un traceur sur votre voiture. Et le micro diffusait tout en direct. Le regard de Santiago dérive vers la fenêtre panoramique surplombant Monterrey, sa compagnie, sa vie, mise à nu. Dans les jours chaotiques qui suivent, les journaux affichent à la une le titre suivant, un magnate de l'aviation victime d'un sabotage, accompagné d'articles cinglants, des années de corruption cachées chez Ledesma Company. Dans son bureau, désormais privé de chaleur, Santiago range ses diplômes et ses souvenirs. Le conseil d'administration a exigé sa démission. Bien qu'il soit innocent d'avoir orchestré le sabotage, son incapacité à lire les contrats et sa confiance aveugle en Ramiro lui ont tout coûté. Sofia, sa secrétaire, passe la tête par l'encadrement de la porte. Monsieur Ledesma, il y a des journalistes en bas. Vous ne faites aucune déclaration? Santiago lève les yeux, l'épuisement gravé sur le visage. Non, murmure-t-il. Clara entre, l'inquiétude dans le regard. Comment tenez-vous le coup, hausse-t-il les épaules? Comme un idiot. 30 ans à bâtir cet empire, et j'ai tout perdu en faisant confiance à la mauvaise personne. Clara pose doucement une main sur son bras. Vous ne l'avez pas détruit, vous l'avez sauvé. Maintenant, les nouveaux propriétaires peuvent réparer ce qui était cassé. Santiago porte le dernier carton hors de son bureau, chaque pas pesant. Comment vont Daniela et Alma, demande-t-il tandis qu'ils se rassemblent dans le couloir. Le visage de Clara s'adoucit d'un petit sourire. C'est encore mieux. Daniela a déjà témoigné devant le parquet. Ramiro est poursuivi pour sabotage, tentative de meurtre, vol et menaces. Les inspecteurs corrompus seront également inculpés. Votre témoignage a tout changé. Santiago hoche la tête, submergé par un mélange doux amer de soulagement et de regret. Vous savez ce qui fait le plus mal, murmure-t-il. Clara hausse un sourcil. Quoi, répond-il d'une voix tendue. Que Alma ait dû vivre dans la rue parce que je ne faisais pas attention à ma propre compagnie? Des larmes lui embuent les yeux. Clara lui tend la main et la serre. Tu ne peux pas tout te reprocher. Tu as fait ce que tu pensais être juste. 2 semaines plus tard, Santiago se tient sur le balcon de son modeste appartement du centre-ville, la silhouette déchiquetée de la ville se détachant sur le ciel pâle du matin. Il a vendu sa grande maison et même son fourgon blindé, utilisant l'argent pour créer un fonds pour les familles ruinées par la corruption dans son ancienne entreprise. Par un samedi matin frais, il se rend pour la première fois en homme libre au terminal abandonné. Des sacs de nourriture bien remplis sont posés sur la banquette arrière. « Bonjour, Teresa », lance-t-il en tendant un sac à la vieille dame qui lave le linge près des conteneurs. Son visage, ridé par la souffrance, s'illumine d'un sourire éclatant. « Bonjour, jeune homme. Comment allez-vous aujourd'hui » sourit-il, le soulagement lui réchauffant la poitrine. « Mieux, grâce à vous. Comment va Alma ? Elle est à l'école à temps plein maintenant, dit fièrement Teresa. Daniela a trouvé du travail dans un atelier de réparation, un travail honnête, dit-elle. Santiago dépose le dernier sac de nourriture aux pieds de Teresa. Avez-vous besoin d'autre chose ? Il jette un coup d'œil aux abris de fortune nichés entre les conteneurs. Teresa secoue la tête. Alma veut te parler. Santiago suit son regard et aperçoit sa fille qui s'approche d'un tas de pierres jetées. Bien que la saleté lui tache les joues, ses vêtements semblent plus neufs, plus propres que jamais. Bonjour, Alma, appelle-t-il doucement. La petite fille lève les yeux écarquillés. Bonjour, sonore Santiago. Elle hésite, la voix basse. C'est vrai que tu as perdu ta compagnie à cause de moi. Santiago s'installe à côté d'elle sur le sol en béton frais, le cœur serré. Je n'ai pas perdu ma compagnie à cause de toi, la rassure-t-il doucement en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je l'ai perdue parce que j'étais aveugle au mal qui se déroulait sous mon nez. Mais si tu ne m'avais pas parlé du sabotage, si tu ne m'avais pas sauvé, je serais peut-être parti.
La petite main d'Alma serre la sienne. Il la serre tendrement. Ma mère dit que tu nous as beaucoup aidés. C'est le moins que je puisse faire, murmure Santiago en jetant un coup d'œil au conteneur rouillé du terminal. J'étais triste quand j'ai perdu les avions, admet Alma en ramassant une pierre lisse et en traçant le bord du doigt. Santiago suit son regard au loin. Il laisse échapper un long soupir. Au début, j'étais triste aussi. Mais maintenant, je sais que les avions n'étaient pas le plus important. Alma penche la tête, la curiosité illuminant son expression. Qu'est-ce qui était le plus important? Les gens, répond-il fermement. Des gens comme toi, comme ta mère, comme Teresa. Le visage d'Alma s'illumine d'un petit sourire sincère. Est-ce que je pourrais venir souvent? Oui, promet-il. Tant que tu voudras venir. Plus tard, Daniela rentre du travail, le visage transformé, plus lumineux, plus heureux. Les cernes sous ses yeux se sont estompées, une chaleur nouvelle se dégage de ses joues. Elle s'approche de Santiago à bras ouverts. Bonjour, dit-elle doucement. Comment s'est passé le travail? Bien, répond Daniela d'une voix forte. Mon patron est honnête, ce que je n'aurais jamais cru dire un jour. Tous trois au Santiago, Daniela et la douce Alma marchent ensemble vers la maison de fortune de Teresa, le soleil matinal dorant leur chemin. Santiago jette un coup d'œil à Daniela tandis qu'il marche. Merci, dit-elle soudain, la voix basse. Il se retourne, surpris. Pourquoi? Pour avoir fait ce qu'il fallait, murmure-t-elle, les yeux brillants. Santiago les regarde sa femme, sa fille, respirant les rires flottants dans la brise. Je sais que ça m'a tout coûté, confesse-t-il, la voix chargée d'émotion. Ça m'a coûté mon argent, ma compagnie, mais ça en valait la peine. Daniela tend la main et la prend. Tu ne regrettes vraiment pas? Santiago regarde Alma avancer en sautillant, fredonnant un air enjoué. Il prend une grande inspiration et sourit doucement. Non, répond-il avec une assurance tranquille. Pour la première fois depuis des années, je peux dormir paisiblement. Le sourire de Daniela est radieux tandis qu'il continue sur le chemin ensoleillé, une famille réunie et plus forte que jamais. Alma me demande de tes nouvelles tous les jours. Que dois-je lui dire? Que tu es un homme bien qui a appris à écouter. Santiago passe ses après-midi à aider Teresa à faire des réparations chez elle. Alma lui montre ses devoirs, un contrôle de mathématiques où elle a eu la note parfaite de 10. Très bien, dit-il, tu es très intelligente. Ma mère dit que je pourrais étudier à l'université. J'en suis sûr, répond-il. À la tombée de la nuit, Santiago rassemble ses affaires pour partir. Puis-je te demander quelque chose, dit Alma. Bien sûr, répond-il. Elle n'a plus peur de lui, et sa question le surprend. Pourquoi aurais-je peur de toi? Parce que je suis pauvre, demande-t-il doucement. Les riches avaient peur de nous, dit-elle. Il s'agenouille pour la regarder dans les yeux. Je n'ai jamais eu peur de toi. Je n'étais que ignorant, je ne savais pas ce qu'était la vie pour des gens comme toi. Maintenant, je le sais. J'apprends, et tu m'apprends. Alma le prend dans ses bras. Je suis si heureuse qu'il soit notre ami, murmure-t-elle. Alors que Santiago rentre chez lui, une émotion inconnue l'envahit. Ce n'est pas la fierté qu'il a ressentie en concluant un contrat de plusieurs millions de dollars, c'est quelque chose de plus simple, de plus profond, un sentiment d'appartenance. Arrivé dans son modeste appartement, il s'installe dans son vieux fauteuil. Sa grande maison et son luxueux bureau ne lui manquent pas. Pour la première fois depuis des années, il se sent en paix. Son téléphone sonne. C'est Clara. Comment s'est passée ta journée? Bien, très bien. Tu y retournes demain? Oui. Alma m'apprend à jouer aux échecs. Clara rit. Qui aurait cru que Santiago Ledesma apprendrait les échecs avec un enfant de 10 ans? La vie est étrange. Parfois, il faut tout perdre pour trouver l'essentiel, dit-il. 6 mois plus tard, la routine de Santiago a changé. Il se lève à 6 heures, boit un café avec des toasts et lit les nouvelles non plus sur la bourse ou les contrats d'aviation, mais sur l'éducation, les programmes sociaux et les événements locaux. Les mardis et jeudis, il se rend au terminal abandonné pour aider les enfants qui y vivent à faire leurs devoirs. Le samedi, il emmène Alma au parc ou au musée. Le dimanche, il aide Teresa à faire ses courses. Ce samedi est spécial, Alma a un projet scolaire sur les métiers et souhaite l'interviewer sur son ancien emploi. À son arrivée au terminal, elle l'accueille avec un cahier et un crayon.
Prêt pour l'entretien, demande-t-elle. Prêt, répond-il, assis sur une chaise en plastique. Première question, que faisiez-vous quand vous aviez des avions? Vous transportiez des personnes et des marchandises d'une ville à l'autre, dit-il en souriant à se souvenir. C'était parfois amusant. J'adorais regarder les avions décoller, sachant que les gens arriveraient sains et saufs. Pourquoi n'avez-vous plus d'avions, demande-t-elle en prenant des notes. Parce que je ne faisais pas assez attention à la sécurité des gens, admet-il. Alma marque une pause, l'air pensif. Ça te manque d'avoir beaucoup d'argent? Au début, oui. Mais maintenant, je me rends compte que je n'en ai plus besoin pour être heureuse. Elle écrit à nouveau. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie maintenant? Santiago jette un coup d'œil autour de lui, Teresa qui étend le linge, les autres enfants qui jouent, Daniela qui lit. J'aime avoir le temps de vraiment connaître les gens. Avant, j'étais toujours pressée. Comme qui, insiste-t-elle. Comme toi, ta mère, Teresa, les autres enfants ici, dit-il. Alma sourit et continue d'écrire. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite créer une entreprise, se demande Santiago. N'oubliez jamais que les personnes sont plus importantes que l'argent. Soyez toujours à l'écoute de vos employés, surtout lorsqu'ils vous disent que quelque chose ne va pas. Alma ferme son cahier. Merci. Je pense que je vais avoir une bonne note. J'en suis sûr, répond-il. Daniela s'approche, l'air anxieux. Santiago, tu peux faire un petit tour avec moi. Bien sûr, il se lève et il se dirige vers un coin plus calme du terminal. Daniela semble nerveuse. Quelque chose ne va pas, demande-t-il. Alma m'a posé une question hier à laquelle je n'ai pas pu répondre. Laquelle? Elle a demandé si tu allais être comme son père. Santiago s'arrête. Que as-tu dit? Je lui ai dit que tu étais notre ami, mais elle a insisté. Elle dit que les autres enfants ont un père et qu'elle en veut un aussi. Il s'assoit sur un banc cassé. Daniela, je ne veux pas la perturber. Je ne veux pas prendre une place qui n'est pas la mienne. Je sais, dit doucement Daniela, mais elle ne devrait pas penser que tu ne peux pas être important dans sa vie. Santiago regarde vers Alma qui joue avec les autres enfants. Que veux-tu dire? Que tu pourrais être une figure paternelle sans remplacer son vrai père. Il fronce les sourcils, se souvenant des paroles de Daniela. Son père biologique? Alma le connaît? Daniela baisse les yeux. Il est parti quand il a appris qu'elle était enceinte. Alma ne l'a jamais vu. Le cœur de Santiago se serre. Il comprend maintenant pourquoi Alma recherche une figure paternelle. De quoi a-t-elle besoin de moi? De stabilité, répond Daniela. Quelqu'un en qui elle puisse avoir confiance, quelqu'un qui lui apprenne des choses et soit là pour elle. Mais je ne sais pas être un père. Daniela lui adresse un sourire rassurant. Personne ne le sait avant de le devenir. On n'est pas obligé d'être parfait. Si on fait des erreurs, on en fait tous. L'important, c'est d'être là. Santiago pense à sa propre enfance, son père toujours au travail, jamais là pour l'aider à faire ses devoirs ou à jouer. Qu'en pense Alma? Demande Daniela. Pourquoi ne pas lui demander? Il retourne vers les enfants. Alma accourt vers eux. Santiago, tu veux voir mon château de sable? Bien sûr. Elle le conduit vers un monticule de terre formé de canettes et de pierres. C'est le château où vit une princesse qui sauve des avions. Une princesse qui sauve des avions? Oui, comme je t'ai sauvé. Santiago s'assoit à côté d'elle. Alma, puis-je te demander quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir un père? Elle arrête de jouer et le regarde sérieusement. Ça veut dire avoir quelqu'un pour prendre soin de moi quand ma mère n'est pas là, quelqu'un pour m'apprendre des choses et m'aimer. Et tu crois que je pourrais faire ça? Tu le fais déjà. Sa gorge se serre. Franchement? Oui. Tu prends soin de moi, tu m'apprends des choses, et je sais que tu m'aimes. Comment sais-tu que je t'aime? Parce que tu viens me voir, même si ce n'est plus nécessaire, et parce que quand tu me parles, tu es vraiment à l'écoute. Il la serre fort contre lui. Tu sais quoi? Je t'aime très fort aussi. Alors tu seras comme mon père? Santiago jette un coup d'œil à Daniela, qui sourit chaleureusement de loin. Si tu veux que je sois comme ton père, je serai comme ton père. Alma crie de joie et le serre plus fort dans ses bras. Ça veut dire que tu viens à la fête de mon école.
C'est quand? La semaine prochaine, je chante une chanson. Je ne raterai ça pour rien au monde, promet-il. Alma se précipite vers Teresa pour lui annoncer la nouvelle. Santiago, assis près du château de sable, réfléchit à l'étrangeté de la vie. Il y a un an, il avait des avions privés, des bureaux luxueux et des millions de pesos. Il a maintenant un petit appartement, une voiture d'occasion et très peu d'économies. Mais il a quelque chose qu'il n'a jamais eu auparavant, une famille qu'il aime pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il possède. Le jour de la foire scientifique annuelle à l'école primaire Benito Juárez, la salle des élèves de 6e est bondée de parents et de proches. Santiago arrive en avance, cherchant une place. Il lui faut un certain temps, mais il finit par trouver une chaise libre au 3e rang, à côté d'un homme en salopette de mécanicien. « Votre fils participe aussi ?» demande l'homme. Santiago hésite. « Oui, enfin, ce n'est pas vraiment ma fille, mais je l'aime comme si elle l'était. »« Je comprends », répond l'homme. « Je suis le grand-père de Roberto, c'est ce petit garçon maigre là-bas. » Santiago suit son regard jusqu'à un petit garçon maigre debout à côté d'un projet sur un volcan. « Et le projet de votre fille ? » Elle a construit une maquette de moteur d'avion, répond-il. Des moteurs d'avion, c'est intéressant. Santiago sourit à ce souvenir, pendant des semaines, Alma l'avait bombardé de questions sur le fonctionnement des moteurs, sur les raisons pour lesquelles les avions volent et atterrissent comme ils le font. Ma mère réparait des avions, lui avait-elle dit. Et vous aviez des avions, alors mon projet porte là-dessus. Le directeur de l'école monte sur la petite scène. Bonjour les familles. Bienvenue à notre exposition scientifique annuelle. Santiago scrute la salle jusqu'à ce qu'il aperçoive Alma au fond, debout près d'une table jonchée de pièces de moteur et de dessins d'avions. Elle porte une robe bleue que Daniela a spécialement achetée pour l'occasion, Daniela se tient derrière elle, rayonnante de fierté. Santiago salue, Daniela lui rend son salut. Commençons par les présentations, dit le directeur. Chaque élève dispose de 5 minutes pour présenter son exposé. Santiago sent son cœur battre la chamade, Alma s'est entraînée pendant des semaines, mais elle n'a jamais parlé devant autant de monde. Les premiers intervenants parlent des plantes, du système solaire, des animaux marins. Ils sont nerveux, mais ils s'en sortent bien. Enfin, c'est au tour d'Alma. Voici Alma Vasquez et son projet sur les moteurs d'avion. Elle s'avance à grands pas, ses notes serrées. Santiago se penche en avant. Elle a l'air nerveuse mais déterminée. Bonjour, dit-elle au micro. Je m'appelle Alma et mon projet porte sur le fonctionnement des moteurs d'avion. Ma mère travaillait dans la réparation d'avions, alors j'ai toujours été fasciné par ça. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris encore plus. Elle désigne Santiago du doigt. Les moteurs d'avion sont très complexes, mais ils sont aussi sûrs et bien entretenus. Alma explique comment l'air entre dans le moteur, se mélange au carburant et crée la poussée qui propulse l'avion. Elle utilise sa maquette pour illustrer chaque pièce. Le plus important, conclut Alma, c'est que les réparateurs de moteurs disent toujours la vérité, qu'ils fonctionnent bien ou non. Santiago sent les larmes lui monter aux yeux. Elle parle d'honnêteté sans mentionner explicitement sa propre histoire familiale, ma mère disait toujours la vérité sur les moteurs, même si cela lui a causé des ennuis. Et maintenant, je vais toujours dire la vérité aussi. Elle termine et retourne à sa table. Le public applaudit à tout rompre. Santiago est celui qui applaudit le plus fort. Très bien, Alma, dit le directeur. Excellent travail. Santiago est si fier qu'il a envie de crier, mais il se retient et se contente d'applaudir. Tandis que les autres élèves présentent, son esprit s'attarde sur les paroles d'Alma. Une fois toutes les présentations terminées, les familles se lèvent pour admirer les projets. Santiago s'approche de la table d'Alma. Alma, tu as été incroyable. Je n'étais pas nerveuse au début, mais ensuite tu as parlé comme une experte. Daniela serre sa fille dans ses bras. Je suis si fier de toi, mon amour. D'autres parents se rassemblent autour de la maquette, admirant son projet. Quel projet intéressant. Mon fils veut devenir pilote. Pouvez-vous m'expliquer comment ça marche? Comment vous est venue l'idée? Alma répond avec assurance à toutes les questions. Santiago réalise qu'elle n'est plus la petite fille timide et effrayée qu'il avait rencontrée un an plus tôt. Alors que la foule se disperse, il s'agenouille à nouveau près d'elle. « Savez-vous ce que j'ai le plus aimé dans votre présentation ?» demande-t-il. « Quoi ? Quand vous avez parlé de dire la vérité, c'était très courageux.
Elle sourit, vous m'avez appris que dire la vérité est plus important que d'être gentil. Je vous l'ai appris. Oui, dit doucement Santiago, quand vous avez dit la vérité sur votre entreprise, même si cela vous a coûté cher. Il la serre dans ses bras. Vous m'avez aussi appris quelque chose, ajoute-t-il. Quoi? Que parfois les enfants savent des choses que les adultes ignorent. Le directeur annonce les gagnants. Alma remporte la 2e place dans la catégorie sciences physiques. Tu as gagné, s'exclame Santiago. On a gagné, le corrige Alma. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Il la regarde accepter une petite médaille dorée en plastique où elle la traite comme la plus grande distinction du monde. Lorsque le public applaudit, Santiago applaudit respectueusement, sans fanfare. Depuis la scène, Alma l'aperçoit et lève la main en signe de tête. Il lève la sienne en retour. À cet instant, Santiago comprend quelque chose d'essentiel, il n'a pas besoin d'être le centre de l'attention pour avoir de l'importance. Il lui suffit d'être là applaudissant quand il faut applaudir, écoutant quand il faut écouter. Et pour la première fois depuis des années, Santiago Ledesma sait qu'il est arrivé à l'heure.